prioritaire forestier dans le massif du Petit Ballon. Allez, je fais court. En tout cas, il connaît bien le massif du Petit Ballon et le Staufel surtout. Donc, merci Guy. Tu vas nous parler d'oiseaux, mais aussi de mammifères. C'est ça. D'accord. À toi. Merci Bernard. Effectivement, je vais vous parler des oiseaux. On y a rattaché les mammifères, puisque comme Reynald vous l'a expliqué, ça représente au niveau du nombre d'espèces finalement assez peu par rapport aux insectes. Donc on n'a pas voulu faire une communication sur les oiseaux et puis une autre personne sur les mammifères. Donc, en fait, on y a adjoint les mammifères, ce qui n'est pas un problème. Donc voilà, vous avez le nombre d'espèces qui ont été contactées sur la réserve du Frankenthal-Misaimlé, 116, ce qui est un bon chiffre, compte tenu des conditions météorologiques montagnardes. Une grande diversité qui est, je pense, également liée au passage migratoire. Il y a beaucoup d'oiseaux qui ne sont pas forcément présents sur les sites tout au long de l'année. Là, on a des pigeons ramiers qui peuvent constituer des vols très importants, notamment là, prochainement, au mois d'octobre, novembre. Suivant les conditions météorologiques, vous pouvez avoir des regroupements d'oiseaux dans la plaine. Et dès qu'il y a une éclaircie, hop, ils franchissent les cols, puisqu'évidemment, ça participe un petit peu du moindre effort. Ils ont plus de facilité pour franchir les montagnes au niveau des cols. Alors, ça fait également plusieurs années que la Ligue pour la protection des oiseaux compte ces oiseaux au col. Alors, ces comptages sont effectués à partir de l'aube jusqu'à peu près mi-journée, suivant la motivation et le nombre d'oiseaux qui passent. C'est vrai que c'est quelque chose de très statique. Alors on installe des longues vues et toutes les espèces sont comptées. Alors voilà, on a vu un vol très, très important. Évidemment, c'est pas toujours à l'unité. Quand il y a un gros vol de plusieurs milliers de pigeons ramiers qui passent, on fait un échantillonnage, on compte à peu près sur une parcelle, une portion du gros vol, et on le multiplie pour voir à peu près à la louche, on va dire, le nombre d'espèces qui passent. Parfois, on peut avoir des petites surprises tout à fait intéressantes, comme là, un busard Saint-Martin qui n'est pas nicheur chez nous, qui a été historiquement disparu au niveau régional. C'est malheureusement une des nombreuses espèces qu'on a perdues au niveau de la région, mais qui, au passage, peut s'observer. Alors là, on va passer aux mammifères. Alors là, autant un busard Saint-Martin, c'est pas facile à voir. Un loup gris, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc, c'est surtout des indices de présence. Ici, vous avez des traces dans la neige. Le fameux dicton à la queue, le vieux nom du loup. Les loups, un groupe de loups qui peut marcher comme ça en linéaire. Alors, depuis quelque temps, il y a également des pièges photographiques qui ont été installés dans le massif et qui permettent d'avoir des contacts, puisque la probabilité de contacter cette espèce, elle est vraiment très minime. Par exemple, dans la forêt de Bieloveja, où une personne suit le loup tout au long de l'année, il s'estime particulièrement chanceux quand il arrive à avoir 3 contacts par an. Donc ça montre bien la prudence de cet animal et on comprend bien pourquoi. Donc il évite absolument le contact avec les hommes. Donc toute cette polémique un petit peu d'avoir la crainte du loup par rapport au promeneur, je crois qu'elle est quand même un petit peu surévaluée, quoi. Voilà, donc voilà le lynx d'Europe, cette espèce que l'on contacte rarement aussi, c'est très rare de contacter cette espèce. Ce sont des espèces qui ont des territoires très vastes. Nous n'avons pas beaucoup de lynx sur le territoire du Ballon des Vosges. Et là, vous avez donc le territoire du Frankenthal-Misaimlé. Et là, vous avez un territoire type de lynx. Donc vous voyez que la probabilité de contacter l'animal, elle est vraiment très réduite. En plus, ce sont des animaux qui sont très mobiles, puisque, comme vous le savez sûrement, ils consomment à peu près un chevreuil par semaine. Et donc, une fois que le chevreuil a détecté la présence d'un lynx, il devient beaucoup plus méfiant. Et donc, l'animal est obligé de se déplacer pour trouver de nouvelles proies. Là, vous avez les pièges photographiques posés pour prendre des vues de loup ou de lynx, réservent parfois des surprises. Vous pouvez avoir un chat forestier, c'est le chat sauvage.
que l'on reconnaît par rapport à des chats arrêts qui sont parfois des chats qui retournent à l'état sauvage. Vous voyez cette magnifique queue épaisse avec les anneaux et notamment le bout de la queue bien noir, quoi. Donc c'est quand même un bel animal qu'on voit passer là. Alors, ah, ça c'est éteint. Hein. C'est la pile. Bon, peut-être que je parle assez fort. Non, ça va. D'accord. Et sur le même tracé, vous voyez, quelques mois plus tard, un putois qui passe. Alors putois, c'est également une espèce qui est peut-être plus répandue qu'on ne croit, qui est assez méconnue. Au niveau des villages, c'est plutôt des fuines. En forêt, on va rencontrer plutôt des martres. Et lorsque les milieux sont humides, on rencontre du putois qui consomme volontiers de la grenouille rousse ou certains amphibiens. Et donc c'est un animal, comme beaucoup de mammifères, à part l'écureuil et le chamois, qui a des mœurs nocturnes, crépusculaires. Donc c'est souvent à ces moments-là que les naturalistes les contactent. Donc c'est une espèce, vous voyez, qui est assez sombre et qu'on reconnaît également cette espèce de masse noire qu'il a au niveau des côtés, des flancs. Alors là, on rentre dans le domaine des chiroptères, qui est un domaine très vaste, qui est très compliqué, puisque à part dans les endroits où ils hivernent, notamment dans les anciens abris de la guerre 14-18, au niveau du petit ballon, il y a un petit réseau, il y a des espèces qui hivernent, donc qui se mettent tout simplement en léthargie. Elles se suspendent, comme on le voit communément chez les chauves-souris, la tête en bas, et qui elles se maintiennent en température plus basse. Et bon, évidemment, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas chauffer ces endroits. Donc, avec le parc des ballons, notamment au niveau du petit ballon, il y a eu des poses de grilles aux entrées, de manière à éviter la présence humaine qui pourrait déranger ces espèces-là. Alors un certain nombre de ces espèces sont également migratrices. Je pense à la noctule. Et ce qui est surtout très difficile, c'est lorsque l'on les contacte en extérieur. Bon, déjà, c'est des conditions crépusculaires, voire nocturnes. Donc ce sont souvent des enregistrements qui sont effectués et des analyses sonores ultérieures qui sont faites. Alors là, on trouve une espèce que l'on contacte de plus en plus, notamment au niveau des Hauts-de-Vosges. Là maintenant, vous le savez, le Brame a démarré. Donc il y a énormément de naturalistes et notamment de photographes qui sont postés le long de la route des Crêtes et qui essaient de prendre des prises de vue de cet animal. Il y a un doux score irrégulier. Un petit herbivore de taille plus réduite par rapport au cerf, le chevreuil européen, qu'on ne présente plus, qui est présent jusque dans les jardins des villages. Évidemment, je t'ose dire, tout le monde a déjà vu du chevreuil. Le chamois, qui est également très prisé, puisque lorsque l'on monte dans la réserve un dimanche matin, on a énormément de gens avec des jumelles qui s'amusent à trouver les différents chamois pour les montrer à leurs enfants, et c'est vrai que c'est tout à fait plaisant et ça peut motiver les enfants pour faire des promenades. Le sanglier, également une espèce qui a sa place dans le milieu, qu'on souhaite peut-être pas aussi nombreux dans les milieux ouverts, parce qu'il y a parfois la fâcheuse tendance à retourner complètement les prés, et donc ce qui peut être dommageable pour certaines espèces de fleurs. On lui reproche également la prédation de certaines couvées d'oiseaux qui nichent au sol. Je pense que ce qui est sûr, c'est que les populations sont en train de vraiment exploser et qu'on s'en rend compte aussi. Les gendarmes ne sont plus là, ils étaient là ce matin, mais il y a de plus en plus de collisions avec les véhicules sur les routes, donc ça présente également un danger pour la sécurité publique. Donc on n'est évidemment pas pour réduire trop fortement cette espèce, mais je crois qu'il est quand même bon de la réguler en deçà d'un certain nombre. Donc là, on va passer à la forêt. Là, autant elle était un peu méconnue au niveau des insectes, comme le disait Reynald, autant au niveau des oiseaux, elle est beaucoup plus prisée. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le nombre des espèces présentes en milieu forestier explose. Ces arbres
suivant leur diamètre et leur âge, offrent de nombreuses niches. Quand je dis niche, c'est évidemment des cavités. Alors vous avez en bas à droite le pic cendré, qui est une sorte de pic vert. Alors souvent les gens disent, voilà, on a vu un pic vert. Il faut se méfier, il faut bien consulter le guide. Ça peut être un pic cendré, qui est un pic qui est plus volontiers forestier, qui est beaucoup plus discret que le pic vert que parfois on peut voir finalement même dans des pelouses près des maisons, toutes ces deux espèces sont friands de fourmis. Alors là, vous voyez, il y a une photo qui est vraiment magnifique. Il a sa langue vermiforme qui est sortie. C'est une langue qui est enroulée autour du cerveau lorsqu'elle est à l'intérieur de la tête de l'oiseau. Et lorsqu'il forage à l'intérieur des cavités d'insectes xylophages, cette langue est en forme de harpon au bout et gluante, et ça lui permet d'attraper les insectes. Vous voyez que c'est une adaptation extraordinaire de cet oiseau par rapport aux proies qu'il recherche. Donc ces espèces de pics, vous avez en haut à gauche le pic noir, qui lui n'est pas, parmi les 4 espèces présentées sur cette diapo, n'est pas la plus menacée, mais tout de même il faut lui maintenir des arbres d'un diamètre supérieur à 35 cm à hauteur d'homme, parce que évidemment vous l'avez peut-être pas forcément vu beaucoup, bien que ce soit le plus grand des pics de la taille d'une corneille à peu près, mais qui donc fait des cavités très spacieuses. Alors ces cavités sont utilisées justement par les 2 espèces de petites chouettes que vous voyez en bas à gauche, la chevêchette qui elle est très rare chez nous, qui est une espèce boréale. On retrouve un petit peu le même principe que pour la flore. Ce sont des espèces rélictuelles qui ont trouvé et trouvent encore des conditions glaciaires qui leur conviennent. Alors cette petite chevêchette, elle a l'air tout à fait sympathique, mais si vous étiez un roitelet ou une mésanjupée, vous la verriez sûrement avec d'autres yeux, parce que c'est un terrible prédateur de ces petits oiseaux. Et ma foi, bon, elle a son rôle à jouer, et donc elle consomme beaucoup de petits oiseaux. Ce qui n'est pas tellement le cas de la chouette de Telheim, qui est en haut à droite, qui est également une espèce des forêts du Nord, qui est assez répandue en Scandinavie, qu'on trouve également dans les Pyrénées, dans certaines petites localités des Alpes, et qui, elle, a un petit chant tout à fait sympathique qui ressemble au chant de la lupe. Donc la LPO a évidemment recherché pour la réserve la présence de cette espèce. Alors elle n'est pas présente en permanence, elle a déjà niché, mais elle est surtout, dépendante des pullulations de micro-mammifères, notamment le campagnol roussâtre ou le mulot sylvestre. Et donc lorsqu'il y a des pics de population de ces micro-mammifères, l'espèce s'installe et niche. Les années où il y a moins de ces petits rongeurs, ma foi, elle est peut-être juste présente, il y a un mâle chanteur ou deux, et puis pas forcément d'une nidification. Voilà, on retrouve un petit peu nos passereaux. Je parlais tout à l'heure de la mésanjupée. Vous voyez que c'est une espèce qui n'est pas tellement présente aux mangeoires. Je suis persuadé que certains d'entre vous nourrissent, notamment quand on nourrit en montagne, il y a beaucoup de mésanges qui arrivent. La mésanjupée arrive parfois aux mangeoires, mais ce n'est pas tellement le cas. Alors elle est vraiment inféodée aux forêts résineuses. Vous l'aurez surtout dans les épicéas, les sapinières. C'est également le cas du grand tétras qui lui dépend beaucoup des vieilles sapinières et qui consomme en hiver des aiguilles de pin sylvestre. Voilà, donc c'est une espèce qui est, vous voyez, en danger critique. Il y a d'ailleurs une association que vous connaissez sûrement qui s'appelle le groupe Tétravôle, qui suit depuis de nombreuses années les places de champs, et on se rend compte que finalement c'est une espèce qui a énormément de mal à se maintenir à des niveaux de population souhaitables, et il y a énormément de paramètres qui influencent ces populations-là, notamment les dérangements hivernaux. On parlait ce matin de la pratique de la raquette, donc c'est dangereux pour les gens qui vont pratiquer dans les couloirs d'avalanche, mais c'est également dangereux pour cette espèce qui
en hiver est un petit peu en économie ralentie, c'est-à-dire que comme elle ne consomme plus vraiment de nourriture animale, elle a besoin de l'énergie pour survivre à l'hiver. Et donc, si elle est, disons, obligée de décoller plusieurs fois suite à des dérangements, on peut imaginer qu'à force, ça puisse lui être fatal. En bas à gauche, vous avez une espèce qui est encore moins connue que le grand tétras, puisque très discrète. J'ai la chance d'en avoir sur mon triage, mais c'est une espèce que en 30 ans, j'ai dû contacter une dizaine de fois, pas plus. Donc c'est une espèce qu'il faut rechercher au moment où elle chante, c'est là, à l'automne, et elle est très discrète et elle était surtout dans les milieux de prébois. Vous la trouvez en allemand d'ailleurs, elle s'appelle Haselhuhn, ce qui signifie la poule des noisetiers, puisqu'elle consomme les chatons de noisetiers au printemps. Et elle se nourrit pour ses jeunes, elle consomme plutôt des fourmis, des œufs de fourmis dans les fourmilières. Tout en haut, vous avez le merle à plastron. Alors le merle à plastron, vous voyez que par rapport au merle noir commun, il a un beau croissant blanc au niveau du torse, et c'est une espèce qui est également plutôt du nord. Et on a observé également des populations qui diminuent d'année en année. Alors est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? Ça peut être une des hypothèses. En tout cas, c'est assez intéressant d'étudier également ce qu'on appelle les oiseaux communs, puisque là où on présente évidemment dans les réserves, on essaie d'avoir au maximum des espèces rares et menacées, mais on se rend compte également qu'un certain nombre d'espèces dites communes sont en diminution. Depuis une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle le suivi temporel des oiseaux communs. C'est un réseau d'ornithologues qui se postent 2 fois par an. Généralement, ça se passe en mai, en juin, ou en avril, en mai, mais en montagne, c'est plutôt mai-juin, à la mi-mai, mi-juin. Et on compte et on écoute, c'est surtout à l'oreille que ça se passe, notamment en forêt. Vous imaginez qu'avec le feuillage, on ne voit pas grand-chose, c'est surtout à l'oreille qu'on arrive à localiser les oiseaux. Et donc, on arrive en transmettant nos données à une grande banque de données au niveau du muséum, à appréhender des tendances. Et il y a beaucoup d'espèces qu'on pensait finalement fréquentes, qui sont en perte de vitesse. Il y en a d'autres qui sont en expansion, ça existe aussi. Mais il y a beaucoup d'espèces qui sont plutôt en stabilité. Donc voilà, ça nous permet c'est une sorte de thermomètre de la vie faune qui nous permet d'appréhender ces tendances-là. Alors là, un petit peu comme on l'a fait pour les autres intervenants, on va étudier les différents milieux. Donc les escarpements rocheux, là vous trouvez des espèces typiques de ces milieux qui leur conviennent, notamment pour les nicher. C'est le cas du faucon pèlerin que vous avez en haut à droite. Alors le faucon pèlerin, c'était une espèce qui était très menacée dans les années 70-80. Il restait une quinzaine de couples. Tant et si bien qu'on était obligé, au niveau de pour la protection des oiseaux, de maintenir une surveillance jour et nuit, notamment sur la falaise de Guiberschwir, où elle nichait, parce qu'elle était parfois dénichée pour être revendue à des gens qui pratiquaient la fauconnerie. Et donc, c'est une espèce qui a refait ses populations, et tant mieux. On la trouve de plus en plus. Elle est même nicheuse en ville, que ce soit sur le temple de Saint-Étienne de Mulhouse ou sur la cathédrale de Strasbourg. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est également un peu le cas du Grand-Duc d'Europe qui avait quasiment disparu d'Alsace, qu'on ne retrouvait qu'au niveau de Wolfschwiller, où il y avait eu une réintroduction à l'époque, sous l'égide de Michel Heiberger. Et il y a également eu des renforcements de population en Allemagne, et là, de plus en plus, on recontacte cette espèce magnifique qui est le Grand-Duc d'Europe. Elle a d'ailleurs été contactée à plusieurs reprises dans la Martinsvanne. On cherchait les petites chouettes et on a trouvé le Grand-Duc. Vous voyez, donc, ce qui est magnifique dans la recherche naturaliste, c'est que parfois on recherche certaines espèces et puis on en trouve d'autres. Alors, parfois, ça ne fait pas forcément bon ménage avec le faucon pèlerin, puisqu'on a également déjà trouvé des nichés, voire des femelles qui couvaient de faucons pèlerins qui ont été prédatés par le Grand-Duc. Mais bon, le Grand-Duc, c'est un super prédateur. Il est capable également de consommer les chouettes hulottes, donc
Voilà, il est tout en haut de la chaîne et finalement c'est le grand seigneur qui peut prélever des proies. Après, on n'a pas non plus des populations énormes de grands-ducs. Après, il y avait juste encore, le bruant-fou. Alors, le bruant-fou, c'est bizarre d'appeler un oiseau bruant-fou. C'est tout simplement parce qu'il était assez confiant et il était assez facilement piégé par les oiseleurs. Au niveau des pièges, ils arrivaient dans le sud. Alors, c'est une espèce chez nous qui est vraiment pas fréquente du tout. Vous voyez qu'elle est signalée comme en danger. Et on la trouve justement dans ces escarpements rocheux, souvent dans des milieux exposés au sud, puisque c'est une espèce du sud, elle aime bien ces endroits exposés sud. Alors, à l'époque où il y avait des grandes coupes à blanc, on la trouvait souvent dans ces premiers stades de la forêt. Maintenant, elle est plutôt dans les milieux ouverts ou dans les cirques glaciaires, on la trouve. Voilà la région des dernières neiges. Donc, ces petits endroits de chaume vont être particulièrement prisés par une espèce tout en haut à gauche qu'on appelle l'ascenteur alpin. Vous voyez, on retrouve à nouveau ces espèces alpines qui se sentent très bien sur ces montagnes-là. On l'a déjà trouvée nicheuse, mais c'est vraiment une des espèces nicheuses les plus rares d'Alsace. Il faut vraiment aller la chercher. Je sais que Arnaud régulièrement essaye de la détecter dans les escarpements rocheux. Voilà, il est très discret, il faut vraiment le trouver. Le pupille spioncelle qui est également, vous voyez, en danger critique. Alors, vous connaissez sûrement mieux le pupille de Farlouse, qui est ce petit oiseau qui est toujours dans les chaumes et justement pipite parce que c'est une onomatopée de son chant. Quand il démarre, il fait pip, 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 vous voyez, donc. Et cette espèce-là est quand même parmi les espèces nicheuses les plus rares d'Alsace. Un peu au même titre que le traquet moteux. Alors le traquet moteux, il est un peu comme notre ami minéralogiste tout à l'heure, lui, ce qu'il recherche, c'est ces grosses moraines, ces amoncellements de moraines, parce que son nid, il le cache dans les anfractuosités de rochers, en dessous, bien à l'abri, et finalement, régulièrement, j'étais dimanche dernier dans la réserve, j'ai contacté 5 traquets moteux, donc il y a eu reproduction cette année, et ça fait toujours plaisir de voir cet oiseau-là. Les Hautes-Chaumes. Donc là, on trouve, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous voyez, il est quand même vulnérable, le pupille de Farlouse. C'est vrai qu'on le trouve fréquemment sur les Hautes-Chaumes, mais ailleurs en plaine, il était sûrement beaucoup plus répandu. Mais c'est clair que dans la maïsiculture, c'est un biotope qui ne lui convient plus du tout. Donc on retrouve également des oiseaux dits ubiquistes, un petit peu comme la linotte mélodieuse en haut à droite, qui porte très bien son nom parce que son chant est magnifique. Et cette espèce, par exemple dimanche dernier, j'avais un groupe de plus d'une centaine de linottes qui étaient en escale migratoire dans les sourbiers de Mougeot et qui faisaient finalement une petite halte en vue de partir plus au sud. Pareil, en bas à droite, le bruant jaune qui était une espèce très fréquente dans le milieu champêtre et qu'on voit doucement se raréfier. Les anciens disaient, oui, c'est une espèce que j'avais souvent quand je nourrissais mes poules, elles venaient un peu grappiller quelques grains de blé, et petit à petit, ces espèces-là, tout discrètement, on en voit de moins en moins, jusqu'au jour où finalement, quand on fait parfois des états des lieux, on se rend compte qu'elles ont bien diminué. Alors c'est le cas également du tarier des prés, en bas à gauche, qui lui vraiment aime ces prés un peu inondés avec des hautes herbes. Et ce qui lui a fait beaucoup de mal à cette espèce, c'est les fauches de plus en plus répétées des prés, parce que cet oiseau niche au sol et cache son nid à l'intérieur des hautes herbes. Et donc évidemment, quand une faucheuse passe, le nid est détruit. Donc il y a eu certaines mesures agro-environnementales qui sont en faveur d'une fauche tardive et qui permettent à cet oiseau de perdurer. Alors pour aller plus loin, c'est un petit peu des pistes pour l'avenir. Là on a notre petit campagnol roussâtre, il aimerait bien qu'on s'occupe un petit peu de lui. Donc j'en profite, il y a peut-être dans la salle des mammologues, je crois que le parc serait vraiment content si des études un petit peu plus poussées étaient effectuées sur ces micro-mammifères, notamment certaines espèces de chiroptères qui sont évidemment pas trop bien connues, parce que discrètes
est difficile à identifier, mais je crois que c'est des pistes pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Il y a des demandes de questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les populations de lynx? Parce qu'apparemment, il y a eu quand même une recherche faite il y a quelques années par l'ONCFS et les naturalistes, et ils ont retrouvé plus peut-être un ou deux, ou juste des traces. Donc, c'est une réintroduction qui est groupée par le braconnage. Donc, je voulais savoir, parce que là, il est mentionné, le parc utilise son image, les enfants ont tous fait des dessins de lynx, mais voilà. Qu'il a disparu du massif, donc j'aimerais savoir ce que vous pouvez dire là-dessus. Moi, je crois que la réponse était dans la question, hein. Tu l'as cité. Effectivement, il y a eu des cas de braconnage qui ont été... oui, comme tu disais, la réponse est dans la question. Il y a eu des cas de braconnage qui ont été vertement signalés, d'autres qui ont passé inaperçus, évidemment. Comme c'est une espèce... qui peut se contacter lorsqu'on chasse à l'affût, ça peut être la tentation de certains chasseurs, puisque, comme je le signalais dans la communication, un chevreuil par jour, par semaine. Non, mais c'est peut-être pas si loin parce que le problème, c'est que il attaque un chevreuil et donc il met une semaine à le consommer. Or, ce qu'on a déjà observé, c'est qu'il y a de telles populations de sangliers que les sangliers vont tomber sur cette charogne de chevreuil et vont la consommer. Donc il va être obligé de consommer un autre chevreuil. Et après, je dirais, les populations de chevreuils et d'herbivores permettent tout à fait de nourrir cet animal, vu surtout le grand territoire qu'il occupe. Mais ça peut être une des pistes d'explication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très discrète. Personnellement, étant tous les jours quasiment sur le terrain, je n'en ai jamais contacté, je n'ai vu que des traces. Donc on sait qu'elle est de passage sporadique. Je pense qu'on va beaucoup plus apprendre par les pièges photographiques qui sont installés, qui permettent non seulement de transmettre des données, mais surtout d'identifier des animaux, puisque par hasard, on avait une réunion du groupe environnement de l'ONF cette semaine, et on nous a expliqué qu'en fait, il y avait des photos latérales de ces animaux qui étaient réalisées, et donc les taches du pelage sont un peu comme une empreinte digitale. Il n'y a aucun animal qui a la même répartition des taches. Donc en fait, il y a une espèce de base de données où ils donnent carrément un nom. Hein. Il y en a un, bon, il lui manque une oreille, ils l'ont appelé Van Gogh. Enfin, ils ont carrément déjà baptisé des animaux. Et finalement, avec ces taches, ils les colorisent en rouge avec l'ordinateur et ils savent c'est tel animal qui a été vu à tel endroit. Et puis finalement, quelques jours après, il est vu très très loin de l'endroit où il a été contacté la première fois. Donc en fait, c'est peut-être ce réseau de pièges photographiques qui va permettre de faire avancer les données. Mais je sais que de toute manière, le nombre a fortement diminué. Il y a encore un noyau, le noyau un peu originel du côté de Ribeauvillé. Mais Arnaud souhaite prendre la parole et a sûrement encore plus d'infos que moi. C'est juste des infos plus locales, on va dire, par rapport à la réserve naturelle, où effectivement, pendant quelques années, on aurait été un peu malaisé de parler de présence de lynx sur la réserve. C'est encore le cas, parce que c'est un animal, comme Guy l'a dit, qui a un territoire immense. Mais par contre, si on a quand même osé le mettre dans le diaporama, c'est parce qu'on a quand même des observations de lynx de 2016. Donc c'est vrai qu'il y a eu un grand trou dans les observations entre 2002 et 2016. On n'a pas eu d'observations dans le secteur, mais des observations en 2016 font que finalement on considère quand même qu'il est encore présent, même si la réserve ne constitue qu'une infime partie d'un territoire d'un lynx. Oui, et puis la petite note d'espoir que je peux peut-être rajouter, que j'ai appris cette semaine, c'est que nos lynx, bon, il y a peut-être encore quelques maigres individus du lâcher originaire qui avait été fait en Alsace, mais il y a des animaux qui remontent du Jura, et il y a un projet de lâcher d'une dizaine d'animaux dans le Pfälzerwald en Allemagne. Donc on espère secrètement qu'il y ait une jonction qui se passe et qu'il y ait des échanges de populations qui se passent. En tout cas, c'est des animaux qui ont des territoires très grands et qui savent se trouver, qui ont les moyens de se contacter, même étant très éloignés les uns des autres.
Merci beaucoup. Je crois que Alors, une dernière question pour la route. Oui, j'aimerais bien savoir, après avoir vu toutes ces belles images, qui individuellement sont aussi belles l'une que l'autre, mais comment est-ce que tous ces organismes interagissent? Les oiseaux mangent des insectes, les insectes vivent sur les mousses. Comment est-ce que tout ce système interagit? On ne peut plus se contenter aujourd'hui de simplement des images statiques. Il faut voir toute la dynamique de la vie biologique dans un système maintenant favorable pour ça comme la réserve. Et comment tout le monde interagit? Le chamois se nourrit d'herbe. Qui est prédateur de l'autre? J'ai vu récemment une chose absolument splendide, bon, ce n'était pas ici, c'est l'histoire d'un oiseau qui fait son nid uniquement avec les fils d'une toile d'araignée. C'est extraordinaire, cette interaction entre les différentes espèces. Est-ce qu'un jour on pourra essayer de voir comment tout ça fonctionne plus ou moins bien au niveau de la réserve? Voilà, le prochain plan de gestion, je crois que vous tendez un petit peu la main ou la perche à ce qui va suivre, mais vous ne croyez pas si bien dire en disant que toutes ces espèces... oui, je disais que vous ne croyez pas si bien dire en disant que toutes ces espèces sont en recherche de nouveaux moyens pour subvenir à leurs besoins, tant alimentaires que pour la nidification, puisque j'ai lu tout récemment une publication des moineaux de Paris, alors là on est très loin de la réserve, mais qui vont utiliser les mégots des filtres de cigarettes qui sont imprégnés de nicotine de manière à ce qu'il n'y ait pas de parasites, d'insectes dans leur nid. Donc vous voyez que finalement l'imagination et la réactivité des espèces est phénoménale, quoi. Bon, évidemment c'est une petite image tout à fait qui est un peu anecdotique, mais c'est pour montrer la réactivité des espèces, quoi. Notamment des insectes qui sont les premiers à réagir au changement climatique et les oiseaux suivent, les plantes également, quoi. Il y en a un peu plus il y a un mammifère dont on n'a pas parlé et qui, dans le passé, a fait partie de l'écosystème pendant des centaines d'années du frontal, et c'est l'espèce humaine. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. Ben justement, c'est la transition avec Claude Michel.